depuis cette injonction de la Cour constitutionnelle à l'Assemblée nationale, a l'effet de retoucher le code électoral, notamment la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Pour répondre à cette injonction et même aller plus, selon les dires du député initiateur de la loi, le député BR a initié une proposition de loi visant la révision de la Constitution. Ce député a non, Hassan Sebout, vous le savez très bien. Le chef de l'État, Patrice Talon, agacé par le tollé que cela a suscité, c'est-à-dire l'annonce de l'introduction de cette proposition de loi à l'Assemblée, a dit n'être demandé de rien et par conséquent, il ne veut même pas qu'on touche à une seule virgule de cette Constitution. Mais cela n'a pas suffi à rassurer certains Béninois et certaines chapelles politiques qui, craignant qu'on touche aux fondamentaux de notre Constitution pour donner une chance de troisième mandat à Patrice Talon, récriminent, jasent et refusent et que cela ait lieu. Dans la foulée, à la faveur d'une rencontre extraordinaire, la direction exécutive nationale de l'UPL Renouveau a autorisé l'honorable Akhenatonde, président du groupe parlementaire de ce parti, à initier une proposition de loi, cette fois-ci pour corriger et compléter ce code électoral, objet de toutes les attentions aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'émission Grand Éclairage de votre télévision BLTV, qui réunit aujourd'hui un parterre, pas des moindres, c'est-à-dire les personnes les plus concernées par ce débat pour être pour la plupart des initiateurs de propositions de loi sur la question. Honorable député Akhenatonde, vous êtes le président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Vous avez initié récemment une proposition de loi visant, comme je l'ai précisé, cette fois-ci à corriger et compléter le code électoral. Merci d'accepter notre invitation et d'être présent parmi nous. Le plaisir est pour moi. Honorable Hassan Sebout, vous êtes le tout premier à avoir initié une proposition de loi qui fait suffisamment de remous actuellement. Nous vous remercions d'avoir accepté d'être parmi vous, malgré votre calendrier chargé, parce que vous revenez d'un voyage comme ça. Je ne sais même pas si vous êtes passé à la maison. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Merci. Honorable Tchane, qui est d'ailleurs un parent, bienvenue parmi nous. Vous, dont le parti, aux dernières nouvelles, s'apprête aussi à faire une proposition de loi. Vous allez nous confirmer tout à l'heure si nous n'étions pas dans la réalité, mais je crois que nos informations sont bonnes. Bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté de rester aux côtés des présidents des deux groupes parlementaires de la mouvance. À nos côtés aussi, c'est le moment de remercier le juriste de la partie, M. Oké Franck, un ami que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux parce qu'il opine beaucoup sur les questions qui ont trait à la Constitution. C'est l'occasion pour lui aujourd'hui de nous aider à la compréhension de certaines subtilités de la Constitution. Chers amis et chers juristes, merci d'accepter notre invitation et merci de nous faire cet honneur. Chers amis, sans plus tarder, je vais nous inviter à suivre une séquence de l'intervention du chef d'État Patrice Talon sur ce qu'il entend de l'injection faite à l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle et ce qui explique, lui, son adhésion dans un premier temps à cette retouche du code électoral. L'élection législative, l'élection générale auront lieu le 11 janvier 2026. Le 11 janvier 2026. L'élection présidentielle aura lieu, le premier tour, le 12 avril 2026. Et les candidats à l'élection présidentielle devront déposer leur dossier au plus tard, je crois, le 5 février. Je vais me répéter. Élection présidentielle le 12 avril 2026, dépôt des candidatures le 5 février 2026. Or, 2 mois avant, ou 1 mois avant, en janvier, le 11 janvier, il y aurait déjà eu l'élection au Bénin pour élire les nouveaux maires, les nouveaux conseillers communaux et les nouveaux députés. Alors, la compréhension normale, qui était derrière l'esprit de la Constitution modifiée,
c'est que ce sont les députés, les conseillers communaux, les maires qui seront élus en janvier. C'est eux qui devront parrainer les nouveaux candidats aux élections présidentielles. Puisqu'ils sont élus déjà un mois avant, ils vont délivrer les parrainages juste dans la foulée aux candidats pour les élections d'avril 2026. Mais comme je viens de vous dire, en utilisant deux types de calendriers différents, il y a eu un chevauchement sur quelques jours, 2, 3, 4, 5 jours, je crois, chevauchement. Un chevauchement qui n'a pas été perçu en 2019 et que des citoyens ont perçu, ont saisi la Cour constitutionnelle qui a dit, c'est vrai, c'est pertinent, il y a 4-5 jours qui posent un problème. La Cour constitutionnelle a invité les parlementaires à faire cette correction technique. Pour la faire, comme je viens de vous dire, il faut bien dire attention. Est-ce qu'il faut faire la correction de sorte à ce que ce ne soit plus les nouveaux députés, les maires qui seront élus, qui parrainent, tel que c'était prévu, ou bien que ce soit les anciens qui ont été en mandat législatif ou communal jusqu'en janvier, que ce soit eux qui parrainent. Théoriquement, la question ne se pose pas. Vous savez tous très bien qu'en politique, ce qui est évident pour le peuple n'est pas acquis pour les acteurs politiques. Et moi, je sais très bien que ce soit parmi les élus partisans qui sont de ma majorité actuelle, ou que ce soit les élus de l'opposition, je sais très bien, ça m'est revenu, que les acteurs politiques souhaitent, presque tous, que ce soit ceux qui sont en exercice, qui parrainent. En matière politique, il ne faut pas que ça étonne. Vous savez que les acteurs politiques ont une mission d'intérêt national, mais ils ont des ambitions individuelles. L'ambition politique est personnelle, même si c'est pour servir une cause nationale. Donc, au petit défaut technique, on remet en cause le consensus qu'il y avait en 2019. Et aujourd'hui, il faut répondre à la question pour pouvoir faire la correction. Parce que si les députés au Parlement ne corrigent pas dans le sens attendu, c'est-à-dire corriger ce que la Cour a demandé, mais préserver le fait que ce sera les nouveaux députés élus en janvier 2026 et les nouveaux maires qui seront élus en janvier 2026, ce sera ceux-là seulement qui devraient parrainer les candidats d'avril 2026. S'ils font la correction ainsi, c'est parfait. Mais comme il semble bien que dans leur ensemble, presque tous, sauf quelques-uns, ils souhaitent corriger, parce que la correction est possible dans les deux sens, ils souhaitent corriger de sorte que ce soit eux qui parrainent. Même si en février, en avril, leur mandat aurait pris fin et que ceux qui seraient candidats à leur propre élection, certains seraient réélus et d'autres ne le seraient plus. Il n'y a aucun pays au monde, vous savez, au Bénin, on ne peut pas espérer penser que tous les députés actuels seront réélus en janvier 2026. Ou que tous les maires, les conseillers communaux, les maires d'aujourd'hui seront réélus en 2026. Mais ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire en sorte que, après l'élection 2026, de janvier, les concernant, même ceux qui auraient déjà perdu leur mandat politique, ceux pour qui on n'aurait pas voté, que ceux-là parrainent encore les candidats aux élections présidentielles de 2 mois après. Et j'ai dit, si on fait ça, ce n'est pas bien. Ce serait contraire à l'esprit de la Constitution, ce serait même contraire à la volonté du peuple qui a retiré son mandat politique à un député ou à un maire et qui donc ne peut pas entendre le voir continuer d'être dans le processus pour parrainer les candidats à l'élection présidentielle. Et j'ai dit aux députés, que ce soit du Bloc républicain, de l'Union progressiste ou des démocrates, quand je les ai reçus, dans un débat technique, je leur ai dit attention. Vous devez corriger de sorte à ce que ce soit les nouveaux élus qui parrainent. Mais si vous voulez faire autrement, et que vous
pour qui est en exercice, vous souhaitez parrainer, alors là, il faut modifier l'ordre des élections. Si l'élection présidentielle a lieu après l'élection législative, vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, je suis partant. Et c'est vous que la Cour a prié de modifier techniquement l'erreur matérielle. Je vous en prie, si vous voulez parrainer, vous, moi ça ne me gêne pas. Je ne veux pas aller contre. Parce que je sais qu'en politique, à un moment donné, les intérêts des acteurs comptent. Mais en ce moment, il faudrait alors que l'élection présidentielle ait lieu avant l'élection législative et communale. En effet, si l'élection présidentielle a lieu avant, au moment où il serait en train de parrainer, il n'aurait pas encore été jugé par le peuple, il n'aurait pas encore subi le choix du peuple, il n'y aura pas encore eu l'élection législative. Donc ils auront la légalité, la légitimité politique pour parrainer les candidats. Honorable député Hassan Sebou, à suivre l'intervention du chef de l'État, la retouche du code électoral aurait suffi à régler le problème. Alors pourquoi en arriver à une révision de la Constitution? Qu'est-ce qui vous motive réellement à faire cette proposition de loi? Merci bien, merci de m'avoir invité ici, sur votre plateau, et d'être en compagnie de mes collègues qui sont les hauts patrons aussi de la politique de l'Assemblée, des différents groupes de l'Assemblée, je veux dire. Je pense que ce que vous venez de dire là, ça se dit lorsqu'on a entendu le chef de l'État, mais on ne l'a pas écouté. Il faut l'écouter. Il dit, si vous voulez le faire, vous êtes donc obligé de changer l'ordre des élections. Il n'y a nulle part, il n'y a pas moyen de changer l'ordre des élections que de toucher la Constitution. Ça, là, c'est évident. Donc, dans ce que le chef de l'État a dit, oui, on nous a dit de corriger le code. Mais si nous devons corriger le code pour que ce soit les anciens les députés en exercice qui parrainent avec les maires en exercice, il faut changer l'ordre. Donc, dans ces conditions-là, de par ce qu'a dit le chef de l'État, toucher la Constitution devient quelque chose d'inévitable. Mais votre question vient comme les feuilles sur la plante. Moi, je voudrais partir du tronc ou des racines pour qu'on comprenne ça. Parce que oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut comprendre que, je le répète encore, il faut écouter le chef de l'État. Il ne faut pas l'entendre. Et il ne faut pas extraire des bouts de phrases et autres. Oui, voilà, député, le meilleur député qui, de mon point de vue, a réellement écouté le chef de l'État, c'est sur le député de l'opposition, et nous avons un, et pas des moindres sur le plateau. Honorable Atchadé, êtes-vous d'avis avec votre confrère Hassan Sebou? Il n'a pas donné un avis. Je pense qu'il nous a demandé d'entendre ou bien d'écouter le chef de l'État, de ne pas l'entendre, de l'écouter. On a entendu le chef de l'État, on a écouté le chef de l'État. À mon avis, le chef de l'État, dans ses prérogatives, n'a pas donné d'injonction à l'Assemblée nationale. Et ce que je viens d'entendre dans un régime démocratique est très dangereux. Quand il dit clairement que nous avons la possibilité de corriger dans les deux sens, c'est tout à fait juste. Et il nous dit, vous n'avez pas le droit que ce soit vous. Si vous voulez le faire, il faut aller réviser la Constitution. De quel droit? Pourquoi sommes-nous obligés de réviser la Constitution pour que nous, là, qui sommes en exercice, nous parrainons? De quel droit le dit-il? Donc moi, je pense qu'il a raison de dire que nous pouvons corriger le code électoral dans les deux sens. Mais choisir un sens qu'il nous impose avec des injonctions, et ce qui a été fait par les camarades, ça répond exactement à l'idée du chef de l'État. C'est pourquoi je pense que
on est en train de tromper la République. C'est un jeu de cirque. Les camarades savent bien où ils vont. Et c'est préparé d'avance. Le BR prépare la révision de la Constitution. Apporte les arguments pour la révision de la Constitution. UP, le renouveau, prépare la révision du code électoral. Et le schéma est clair. Nous, là, on était les dindons de la farce, on nous a appelés pour nous baratiner et le jeu, le tour est fait. Mais seulement que mon collègue Hassan, le BR, on a donné le mauvais rôle au BR. Le rôle qui consiste... Pourquoi ce n'est pas UP qui prend la correction du code? Je pense que le journaliste vous a donné la question qui vous permet d'aller dans tous les sens. Alors qu'il oui, je suis allé dans le débat. Pour la redonner. Non, honorable député, je veux la redonner à l'honorable député Akenatone parce que c'est son groupe parlementaire qui a initié un projet de loi à effet de corriger et de compléter le code électoral. Il est plus ou moins d'avis avec le député Achadé qui trouve anormal qu'on ait la révision de la Constitution. Honorable Akenatone, pourquoi cette forme de requête de proposition de loi? Merci, M. Takou. Je voudrais commencer par rectifier un certain nombre de choses que j'ai entendues ici tout à l'heure de mon collègue Achadé, qui dit que le chef de l'État n'a pas le droit d'intervenir lorsqu'il s'agit du travail législatif. Mais nous n'oublions pas que la Constitution dit que nous avons l'initiative des lois, bien sûr, mais concurremment avec le chef de l'État, avec le gouvernement. Le président de la République peut même envoyer un projet à être étudié par l'Assemblée nationale et s'il arrive à trouver la majorité qualifiée, passer à une révision de la Constitution ou bien à une révision d'une loi s'il trouve qu'il y a des choses à corriger dedans. Donc, l'Assemblée nationale n'est pas une maison à part ou bien une république à part qui prend cette décision sans tenir compte de l'existence des autres institutions de la République. Maintenant, pour en venir à votre question, moi, j'ai introduit cette proposition de loi dans le sens que j'ai déjà écouté tellement de choses sur la proposition de révision de la Constitution. Si la proposition de révision de la Constitution ne peut pas passer parce que l'opposition a une minorité de blocage, il faut quand même qu'on aille au code. De toute façon, quel que soit le cas de figure, nous devons toucher au code. Il n'y a jamais eu aucune élection dans ce pays depuis 1990 sans qu'on ait révisé le code électoral. Alors, même si la proposition de révision passait, nous allons ajuster le code en fonction des modifications qu'il y aurait eu dans la Constitution. Et puis, si la Constitution, la révision ne passait pas, nous allons de toute façon trouver la solution à travers le code. Moi, je trouve que depuis le début, depuis le 22 janvier, lorsque nous avons été reçus par le chef de l'État, c'est la position que nous on a présentée. On était le premier groupe parlementaire à être reçu. C'était à 9h le 22 janvier, avant que les démocrates ne suivent. Et lorsque nous sommes venus devant le chef de l'État, nous avions déjà préparé un document qu'on a présenté au chef de l'État, puisqu'il nous avait dit, en arrivant, de nous dire comment nous pensons pouvoir répondre à l'incitation de la Cour en ce qui concerne la modification du code. Donc nous avons d'emblée, au niveau de l'UP, le renouveau dit qu'il fallait que ce soit les nouveaux élus, que selon nous, c'est les nouveaux élus qui sont les plus légitimes pour pouvoir parrainer les candidats. Donc, étant donné que ce projet qui répond à la question de légitimité, projet de révision, selon nous, c'est que le collègue Hassan, en voulant nous satisfaire dans nos exigences de légitimité, d'égalité et de légalité, a estimé que si les députés, les nouveaux élus n'étaient pas connus à l'avance, les députés actuels gardent toute leur légitimité. Et nous avons cru à ça, nous avons dit, si c'est le cas, effectivement, si nous pouvons le faire de manière consensuelle, nous serons d'accord, nous serons preneurs. Mais si ça ne passe pas, si d'avant, à l'avance, déjà, on voit que c'est voué à l'échec à travers les réseaux sociaux, à travers la rue, eh bien, il faut quand même avancer. Sinon, bientôt là, on nous dira que nous sommes trop proches des élections pour pouvoir toucher aux lois électorales conformément aux conventions internationales. Merci, honorable député. Monsieur Oké, vous avez écouté les partis
Et vous avez aussi lu la proposition déposée par Hassan Seibou. Est-ce qu'il y a à payer la demeure? Est-ce que les fondamentaux de notre Constitution pourraient être menacés dans cette proposition? Oui, merci, monsieur le journaliste. D'abord, j'ai suivi avec beaucoup de consternation le chef de l'État lorsque, parlant de la Constitution dont il est le garant et des réformes dont il est le porteur principal, quand il dit un chevauchement, le chevauchement n'a pas été perçu en 2019. Ça ne me paraît pas du tout sérieux. Je préfère rester très grave parce qu'on parle de la Constitution. La Constitution, c'est le gyrophare de notre société. Un chevauchement qui n'a pas été perçu par les réformateurs de 2019. À titre personnel, et vous le savez bien, le 1er novembre 2019, le soir même de la révision, nous avons alerté sur le risque d'une constitutionnalisation hasardeuse du calendrier électoral. Nous avons demandé, est-ce que les députés, les réformateurs, le constituant parlementaire, le constituant institué de 2019, a essayé toutes les simulations pour qu'en 2023 et en 2026 au-delà, que nous ne tombions pas dans les travers auxquels l'application de la loi aujourd'hui nous expose. Quand j'entends parler de la Constitution, je suis l'honorable Hassan Seibou qui a remercié à l'entame ses deux collègues sans avoir un regard pour son jeune frère. Pour son jeune frère. On va régler ça ailleurs. On va régler ça ailleurs. Quand je suis l'honorable Hassan Seibou et que j'écoute l'honorable Atchade Nourenou et qu'après l'aîné Akhenatonde, j'ai comme impression que nous sommes dans un espace de X-Bect constitutionnel où chacun parie. C'est dangereux. C'est dangereux que l'écrit constitutionnel ne puisse pas nous trouver une solution à une situation électorale. Personne ne peut nous dire concrètement, quand je lis la Constitution, la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, modifiant la loi 90-032 du 11 décembre, portant Constitution en République du Bénin, quand je lis cette Constitution à partir de ses articles 153 et suivants, et que je tombe dans le code électoral, je peux clairement exposer aux étudiants, aux citoyens, voici la mandature parlementaire qui parraine 2026. Voici la mandature communale et municipale qui parraine 2026. Comment? Je dis, aucune situation ne nous permet, en lisant, en opérant une lecture croisée aujourd'hui, de dégager une lecture de qui parraine. Au point où, après avoir rejeté, après avoir annoncé l'irrecevabilité de la requête de M. Kodjo, la Cour constitutionnelle se soit sentie obligée, en surfant sur les dispositions de l'article 121, d'où la violation, l'évocation de la violation des droits humains, ce que je ne partage pas à titre personnel, pour devoir inciter, et là ce n'est pas une injonction, allons-y dans le choix des mots, une incitation. Nous sommes dans un espace de séparation des pouvoirs. La Cour a incité. La Cour, c'est le juge régulateur du fonctionnement des institutions. Quand la Cour incite les députés, dans l'article 3 du dispositif de sa décision, la DCC 2024-001 ou 24001, quand la Cour incite les députés à tenir compte d'un certain nombre d'équilibres pour ne pas briser l'égalité au niveau des députés appelés ou des maires appelés, parce que la Cour fait une fixation sur les maires, ce qu'aucun des députés ne dit. La Cour, dans sa décision, allait en profondeur, a pratiquement tranché le parrainage au niveau des élus parlementaires. Ah, il ne faut pas que nous occultions cela dans notre... Pardon? Ben, moi, je ne serai pas péremptoire parce que la démarche de la Cour par rapport aux députés se retrouve dans le motif, dans ses motifs, et non
et non dans le dispositif. C'est pourquoi je dis pratiquement. Je ne vais pas faire dire à la Cour constitutionnelle ce qu'elle n'a pas dit de façon expressive. Mais quand on lit la décision de la Cour a même déploré dans ses motifs le fait pour le parlementaire de 2019 ou de 2018, le parlementaire du Code électoral, initiateur du Code électoral, de n'avoir pas suggéré des délais ou des délais à la Sénat dans le dispositif de parrainage, d'attribution des documents de parrainage. Il faut bien lire la décision de la Cour pour comprendre que la Cour, c'est ce qu'on appelle dans les formes de décision de la Cour, c'est des décisions, c'est des contributions, c'est une interprétation constructive que la Cour a fait avec, pas des injonctions, mais des directives. La Cour a proposé des directives à l'Assemblée nationale. Et si on lit bien, la Cour a suffisamment aidé le parlementaire. Nous aurons l'occasion de revenir sur certains aspects. Mais ce qui me gêne et sur lequel je vais une fois encore revenir, pour moi, lorsque le président de la République, le chef d'État, à ma connaissance, est un brillant homme d'affaires, il n'est pas constitutionnaliste, à ma connaissance. Le chef de l'État, pour moi, a la latitude d'opérer, de mener ses réflexions. Mais j'émets une réserve, une forte réserve sur les conclusions parce que les modifications du code électoral ne devraient pas engendrer ou imposer une réforme de la Constitution parce que le principe en droit constitutionnel, dans la hiérarchie des normes, est que la loi inférieure s'adapte à la loi supérieure et non l'inverse. Nous aurons l'occasion, si vous le permettez, lorsqu'on va entrer dans le fond du débat, parce que je crois que nous allons devoir discuter de la proposition dont vous parlez, puisque vous m'avez demandé si j'ai l'impression que... Je pense qu'un fondamental, un des fondamentaux les plus décisifs a été touché, parce que la réforme de l'alinéa 2, la réécriture de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi 2019-40 du 7 novembre me paraît suffisamment sensible pour ne pas être débattu. Nous allons redonner la parole à l'honorable Hassan Sebou qui a initié cette proposition, cette relecture de l'article 42 en son alinéa 2. Honorable député, qu'est-ce que vous voulez mettre par là? D'abord, je voudrais, puisque c'est moi qui ai ouvert le bal, vous ne m'avez pas laissé m'exprimer même sur certains aspects. Oui, je voudrais revenir un peu en arrière pour dire que dans ce que le chef de l'État a dit, il a dit quand il parlait avec ses députés. Ce n'est pas une injonction à l'Assemblée nationale, il ne peut pas. Et d'ailleurs, c'est ce sur quoi je me suis fondé pour dire, pour faire une initiative personnelle à l'endroit des députés. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Vous savez, quand vous faites la politique, vous acceptez qu'on vous critique, qu'on vous mette dans tous les plans. Donc, je ne suis pas gêné par ça. Mais ce que je défends, c'est le droit d'initiative. Et je l'ai exercé. Il appartient aux députés après de dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je suis très heureux que le débat ait quand même intéressé tout le monde. Si vous soulevez quelque chose qui intéresse tout le monde, c'est que vous avez touché un point sensible. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je ne suis pas constitutionnaliste. Le député a le droit d'initiative de loi, même s'il n'est pas constitutionnaliste, il prend des conseils. Ce que j'ai proposé, n'est-ce pas, moi je vois un problème. J'ai vu deux problèmes. Lesquels? Le premier, ça date même avant même que le chef de l'État ne nous reçoive. Quand vous lisez la Constitution là calmement, vous vous dites, mais avec l'agencement des élections là, si nous sommes dans un régime présidentiel où l'Assemblée ne peut pas dissoudre, ne peut pas renverser le chef de l'État ne peut pas dissoudre l'Assemblée, si nous faisons les législatives avant les communales, avant les présidentielles, il est possible que le chef de l'État hérite, le nouveau président hérite d'une assemblée
qui lui soit opposé. On me dit c'est un principe démocratique. Oui, mais pour moi, dans un régime présidentiel où il doit exécuter son mandat et conduire le développement du pays, il est bon qu'on lui laisse une chance quand même d'organiser une élection. C'est mon droit le plus fondamental. Et je l'ai exprimé. Le deuxième, c'est que les débats que vous entendez là, ce n'est pas ex nihilo. Nous avons eu même des discussions parfois en plénière. Et j'avais un avis opposé à l'avis de Akhenatonde, avant même que le chef de l'État nous reçoive. Parce que, pour moi, les députés en exercice là doivent parrainer parce qu'ils ont une expérience de 4 ans qu'ils ont. Enfin, chacun a sa raison. Mais pour moi, si ça devrait se passer, enfin, tout doit être fait pour que ceux qui sont là actuellement parrainent. Mais dans les discussions, on a des questions de légitimité, des questions. Je dis, bon, ça fait 2 choses à la fois que moi je propose qu'on reporte les élections législatives après les présidentielles. Ça va à la fois régler ces problèmes-là et régler ce que moi je perçois comme problème. On peut me dire constitutionnaliste, ce n'est pas que ce n'est pas. Ça, c'est un débat. Oui, la question de M. Oké vise l'article 42 en sort de l'alinéa 2. Oui. Il parle d'un fondamental qui est menacé. Exactement. Je voudrais que vous vous prononciez par rapport à ça. Exactement. Avant d'avancer, comme c'est la question de Oké, je veux lui présenter des excuses. Petit frère, c'est parce que je voyais mes présidents de groupe, comme on a transposé ici notre débat à l'Assemblée. Hein, les chefs sont là, j'ai voulu juste noter ça. Mais vous êtes... Non, c'était pour vous chariter. Non, je suis d'accord, mais nous sommes sur un plateau, je dois vous présenter des excuses. L'article 42, qu'est-ce qui a fait que je l'ai mis dans ma proposition? Le chef de l'État nous a reçus le 22 janvier, chacun des groupes. Et lorsqu'on était en train de discuter, il a dit il nous a dit nous, parce que nous on était le dernier groupe reçu. Ah mais je disais à ceux qui sont venus avant vous, les démocrates sont passés juste avant nous, que l'article 42 tel qu'il est écrit, quand on dit nul, en aucun cas nul ne peut de ça. Les interprétations en français qu'on lui fait, l'esprit on le connaît, puisque c'est lui-même qui c'est en son temps qu'on a dit, de sa vie on a ajouté que c'est clair. Mais il dit quand on lit ça en français là, ça peut paraître comme si c'est le minimum 2 mandats, enfin oui. Attendez, donc c'est minimum 2 mandats par exemple. Alors, moi je suis rentré, je lis aussi, je relis ça. Je dis, ah ben c'est vrai que ça peut paraître, si déjà qu'une seule personne, la double négation exactement, entraîne quelque chose de... Dans ce cas, alors... Non, attendez, je dois... Non, il faut que je termine. Oui. Lorsque c'est comme ça, mais la seule façon de ne pas amener quelqu'un à faire de l'ambiguïté, c'est de l'écrire très clairement. Et dit, dans tous les cas, ça ne peut pas arriver. C'est tout ce que j'ai ajouté. Très bien. Honorable député, est-ce que l'honorable Achadi est d'avis avec son collègue Bié? Oui. Je voudrais revenir d'abord sur ce que j'ai appelé injonction du chef de l'État. Je voudrais appeler mon collègue honorable Aké à écouter très bien le chef de l'État. Au fait, il a ses prérogatives. Il peut rédiger un projet de révision de constitution, encore moins un projet de révision du code électoral. Mais ce que je dénie, c'est que le chef dit, dans leur majorité, les députés veulent parrainer. Mais je leur dis que s'ils vont le faire, il faut qu'ils le revisent. Mais s'ils ne revisent pas, c'est 2026. Clairement, c'est ce qui est dit. C'est de ça que je parle. Et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas de ses prérogatives. Mais le président Hassan a précisé qu'il a parlé avec les députés en off. Je crois que si c'était en off,
ce n'était pas nécessaire que ça vienne lors de la conférence de presse. C'est ce qui a dérangé, c'est ce qui m'a dérangé. Si c'est en off, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question de l'article 42. La question de l'article 42 ne pose aucun problème tel que rédigé en ce moment. Effectivement, le chef de l'État a discuté ça avec nous. C'est les francophiles appellent ça un pléonasme. La négation, la répétition de la négation pour confirmer, pour rendre plus fort le désir qu'on a. On répète, ça se fait. Et le chef de l'État nous a dit, s'il vous plaît. Dites seulement, écoutez, ça, laissez ça comme ça. Oui, et s'il vous plaît. Et le chef de l'État lui-même, en évoquant ça, nous a dit, je ne vais pas, moi personnellement, je ne vais pas en utiliser pour faire un troisième mandat. S'il a dit, quel est le problème qu'est-ce qui fait la course à la correction de ça? Non, il dit, je ne veux pas. Excusez-moi. Je voudrais également ajouter, le collègue a parlé de légitimité pour proposer dans la révision du code que ce soit les députés de 2026. Je vous demande pardon. Qu'on ne répète pas ce que les gens nous disent de répéter. La légitimité d'un élu se finit le jour de la fin de son mandat à 0 heure. La légitimité d'un élu finit le jour de la fin de son mandat. Il peut être battu. Il continue d'assumer les actes de son élection jusqu'à ce que la fin de son mandat intervienne. Et je prends un exemple. Aujourd'hui, partout où on passe, on évoque l'exemplarité de notre pays sur le plan économique. Ça nous a permis de lever 750 millions. Oui, on va revenir dessus. Non, je prends un exemple pour élucider ça. Sur 14 ans, mais le mandat finit en 2 ans. On prend un acte sur 14 ans. Quelle est la légitimité qui va au-delà des 2 ans qu'on a donné au chef de l'État pour qu'il prenne pour le compte du pays un crédit une dette qui va au-delà de 14 ans? Ça veut dire quoi? Non, on va parler de ce terrain d'abord. On n'a pas, chers messieurs, nous sommes sur ce terrain et je vais brimer mon député Aké pour vous donner la parole, parce que vous insistiez depuis. Oui, je suis parfois effaré par le comportement des acteurs politiques, que ce soit de la majorité comme de l'opposition. C'est très dangereux la manière dont nous attaquons certains sujets. Tout le monde sait, en Afrique, et plus particulièrement en Afrique noire francophone, que la manipulation de certaines dispositions constitutionnelles, même de façon innocente, peut engendrer des interprétations délibérées et qui pourraient nous engager dans des crises et des conséquences incalculables. Je suis même surpris que l'honorable Hassan Sebou nous fasse savoir publiquement ici que celui qui a attiré son attention sur l'alinéa 2 de l'article 42, c'est le chef de l'État. Attention. Attention. De toutes les manières, s'il vous plaît, c'est le chef de l'État qui a évoqué l'article 42. Moi, j'ai suivi la réforme de 2019. Le trophée qui a été brandi en 2019 par l'UP et le BR, la majorité présidentielle, d'abord, l'unique tendance parlementaire à l'époque, c'est qu'ils ont réussi un exploit monumental en renforçant à double tour l'article 42 qui déjà, du point de vue syntaxique, a tout réglé. Il n'y a pas de double négation. Attention, en aucun cas, aller dans le dictionnaire, évacue tout et entraîne une négation impérativement. Nul est un pronom indéfini.
Nul ne peut. Donc, nul a un statut de sujet. Mais si vous voulez insulter l'intelligence des constituants, du constituant de 90, du constituant de 2019, que vous êtes, parce que vous semblez dire que vous avez mal pensé l'article 42 quand vous avez eu la latitude de le corriger, j'allais dire, le 1er novembre 2019. Pourquoi c'est à cette occasion-ci que vous le découvrez? Attention. Si vous voulez, attention. Vous allez, non, attendez. Mais vous allez prendre la parole. J'ai des illustrations. Non. Mais laissez-nous terminer. Non, laissez-nous terminer. J'ai 3 illustrations. Un instant. Vous les avez suivis. Quel est votre apport? Moi, je ne suis pas aussi enflammé que ça. Oui. Je constate simplement que nous sommes venus ici sur ce plateau toujours avec cette idée que certains se sont fait que les propositions ou la proposition de révision de la Constitution ne vise que à faire pérenniser le chef de l'État à la tête du pays. Qui parle Je vais vous dire, l'article 42 dont vous parlez là, le constitutionnaliste qui parle, il n'a qu'à bien lire la loi de 2019, la loi modificative. Je suis OK. Même s'il y avait une erreur, matérielle ou s'il n'y en est pas, la loi que nous avons votée en 2019 ne permet pas de faire un 3e mandat. Elle ne permet pas parce que si vous lisez, en aucun cas, l'article 42 l'a précisé, mais dans l'article 44, il est bien précisé que nul ne peut être candidat s'il a déjà fait 2 fois le mandat de président de la République. Et toutes ces modifications, nous les avons regroupées dans l'article 1 de la loi modificative. Et à l'article 2, qui est le dernier article de la loi, il est bien précisé que cette révision n'entraîne pas une nouvelle constitution. De quoi parlons-nous? Pourquoi on n'entraîne pas une nouvelle constitution? République. Oui, république ou constitution, c'est la même chose. Quand on dit une nouvelle constitution, c'est quand on vote une nouvelle constitution qu'on rentre dans une nouvelle république. Quand on modifie une constitution existante, on ne rentre pas dans une nouvelle république. Monsieur le journaliste, non. S'il vous plaît. Oui, je suis celui qui a fait... Laissez-moi finir. Vous continuez. Laissez-moi finir. Ne nous accrochons pas à des choses inutiles. Je vais revenir sur un certain nombre de choses. Quand on dit que la constitutionnalisation hasardeuse du calendrier électoral, mais qu'est-ce qu'on appelle constitutionnalisation hasardeuse? Vous voyez ce qui se passe dans la sous-région aujourd'hui? En fixant le calendrier électoral, les dates des élections fondamentales dans la Constitution, notre objectif, l'objectif du constituant, c'est d'arracher le pouvoir au président de la République de convoquer le corps électoral. Parce que ce pouvoir de convoquer le corps électoral, on a vu dans un pays frère, il y a quelques jours, ce que ça donne. Aujourd'hui, chez nous, le chef de l'État, avec la révision de 2019, ne convoque plus de corps électoral. Le chef de l'État constate simplement que, comme nous tous, qu'il y a élection tel jour. Et même dans 1000 ans, dans 2000 ans, nous pouvons dire, dans 2000 ans, l'élection aura lieu à telle date. Et les institutions de la République se mettent en branle pour organiser l'élection, y compris le gouvernement qui a sa partition à jouer. Et donc, en faisant ça, ce n'était pas une constitutionnalisation hasardeuse. Et d'ailleurs, aux États-Unis, dans de grandes démocraties, on connaît à l'avance les dates. Et c'est en nous fondant un peu sur ces expériences positives que nous avons constitutionnalisé le calendrier électoral. Ça ne doit pas être quelque chose pour lequel on nous condamne. J'ai entendu des juristes de haut niveau nous condamner, mais venez vers nous, même si nous on n'est pas constitutionnalistes, même si tout le monde n'est pas constitutionnel parmi nous. Vous pensez que nous allons rédiger une constitution sans voir des constitutionnalistes, même au niveau international? C'est pas possible. Mais non, écoute, c'est moi qui ai réagi. J'ai encore 2 petits points. On a dit que la Cour a pratiquement réglé le cas des députés. C'est faux. Ça, c'est une lecture simpliste de la décision de la Cour. Et la Cour n'a pas le droit de tenir la main des députés. C'est pour ça que la Cour dit incite. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que la Cour dit, mais tant que vous prenez une décision législative pour régler la question d'égalité en question, la Cour va constater que vous avez réglé la question autrement. Et donc la Cour n'a pas à nous dire les députés qui doivent
parallèle, c'est les députés actuels. Non. La Cour a constaté que... Non. s'il vous plaît, Monsieur le journaliste, moi j'ai l'impression, est-ce que c'est parce que je suis votre grand frère que je veux Et dans le même temps, pour finir, on dit que mon collègue a dit que la légitimité d'un élu finit le jour de son mandat. De la fin Le jour, à 0 heure, à la fin de son mandat. Oui. Donc vous accepteriez qu'un président de la République qui est à 48 heures de la fin de son mandat puisse engager, par exemple, le pays dans une révision constitutionnelle, par exemple? Vous allez trouver que c'est pas légitime. Tu vois? Non. Je voudrais... On me signale que nous sommes déjà à la pause. Donc nous allons déconnecter les caméras et revenir. Nous sommes de retour sur le plateau et j'aimerais, avec votre permission, que nous écoutions les questions de nos compatriotes. Ils ont appris que vous serez sur ce plateau et en ont profité pour vous poser quelques séries de questions. Est-ce que la technique peut nous aider à suivre l'élément? Je suis Savi Cosmon Magloire. Je voudrais savoir si c'est opportun de réviser encore la Constitution, puisqu'elle a été déjà retouchée une fois déjà. Je voudrais savoir d'abord pourquoi réviser la Constitution serait une chose meilleure pour eux. Et secondo, c'est quoi le but de sa loi? J'aimerais surtout poser une question au parti BR, qui est l'initiateur de la loi portant révision de la Constitution. Lors de la dernière sortie du président, il a bien dit qu'il ne veut pas de la révision de la Constitution. Donc, alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui pousse BR à initier cette loi portant révision de la Constitution? Puisqu'ils c'est un parti soutien du président de la République, alors que le président ne veut pas de cette révision. Et qu'est-ce qui les pousse, eux, d'être initiateurs de cette loi? Voilà, député, Hassan Sebou, vous avez entendu nos compatriotes se demander pourquoi fallait-il une révision de la Constitution. Vous êtes initiateur de cette proposition de loi. Qu'est-ce que vous avez à répondre à nos compatriotes? Et vous allez profiter pour sortir ce que vous voulez sortir tout à l'heure. Oui, je voudrais d'abord calmer tout le monde, technicien, tous ceux qui suivent ce débat-là dans le pays, pour dire que quand on a fait un travail et qu'après on se rend compte qu'il y a une erreur ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le devoir que vous avez, c'est de proposer la correction. Quand ça crée des problèmes, c'est de faire des propositions pour amener les gens à faire des débats, n'est-ce pas, et trouver une solution. J'ai fait une proposition et je veux corriger encore une fois pour tout le monde que ce n'est pas une proposition du bloc républicain. Ils ont suivi dans le pays, quand j'ai fini de déposer, j'ai eu maille à partie avec certains membres du bloc républicain, enfin du groupe. Je me suis planché, avant qu'on ne se mette d'accord, j'ai planché au niveau du parti, j'essaye de parler. Pour moi, c'est une initiative personnelle. Bon, peut-être je suis président de groupe parlementaire, mais là, je fais usage du droit qu'a le député à titre personnel de faire une proposition. Et j'ai pensé que c'est la meilleure voie pour le faire. Parce que si je me concertais avec mon groupe, avant d'aller faire ça, ça veut dire que je propose aux autres groupes le complot de mon groupe, puisque nous sommes entre, excusez-moi, des équipes politiques différentes à intérêts, parfois divergents ou des choses comme ça. C'est ça qui a fait que j'ai fait la proposition. Et donc, pour la question du monsieur, pourquoi? Il a entendu mes justifications. Je sais que dans d'autres contextes actuels où des réactions, ou des puristes constitutionnalistes peuvent vous dire mais c'est pas comme ça on fait, c'est pas si qu'on fait. Ça peut arriver. Mais il faut d'abord écouter et lire ce que j'ai dit. Si ça ne va pas, les députés sont les seuls qualifiés à dire ça ne va pas, ce n'est pas bon, on rejette. Ça là, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas... Quand dans la procédure de l'Assemblée nationale, quand vous déposez une proposition de loi, il y a toujours obligation à ce qu'elle soit examinée. Quant à l'issue de l'examen, on verra bien. Chaque jour où on me posera des questions, je vais aller
toujours expliqué ce qui est mon fort intérieur. Qu'on dise qu'une idée m'est venue et que j'ai ajouté, ça va de soi, ça c'est ma conception, c'est ce que je comprends et c'est ce que j'ai fait. Ça appelle toutes les critiques, c'est normal, c'est mon droit. Et même le chef de l'État ne veut pas m'interdire ça. Écoutez, quand vous écoutez le chef de l'État là, après qu'il ait reçu les différents groupes, chacun de nous avait sa proposition. C'est mon groupe qui a proposé la question de report des élections pour qu'il n'y ait pas de discussion sur qui parraine. C'est mon groupe. Je l'ai assumé et je l'ai fait. Donc, en réalité, ce n'est pas une proposition du BR. Il faut qu'on arrête ça. C'est la proposition de l'honorable Hassan Seibou à ses 109 collègues qui, chacun peut dire ce qu'il veut, réfléchir. Il sait ce que je pose comme problème. Très bien. Honorable député, chacun peut dire ce qu'il pense, se positionner par rapport à ça. Honorable Aké, vous êtes membre de la majorité présidentielle. Votre collègue vient de parler. Est-ce que vous vous retrouvez dans la profession qui a ainsi fait dérouler? D'abord, moi, je veux me demander pourquoi chaque fois qu'on parle de constitution, nous sommes toujours avec comment on appelle, avec des gourdins, hein? C'est pas possible. Regardez les vraies démocraties, les grandes démocraties qui nous ont précédés. Il n'y a aucune démocratie où en 30 ans on ne fait pas de correction dans un test constitutionnel. Si vous regardez la Constitution française, vous allez voir le nombre de fois, en moyenne, tous les 2 ans et demi, la Constitution française est révisée, il y a toujours une retouche. Pourquoi aujourd'hui? S'il vous plaît, mais allez seulement faire les recherches. Vous êtes constitutionnaliste. Nous touchons, nous blessons les constitutionnalistes. Moi, ce que je veux dire, c'est toujours comme ça. La Constitution elle-même définit comment elle peut être amendée, comment elle peut être révisée. Est-ce que ce n'est pas du droit d'un député de faire une révision, de faire une proposition de révision? Si ce n'est pas son droit, dites-le, on quitte ici. S'il va avoir de révision, que le débat se fasse à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Que les Béninois, que nous sommes, les corps constitués, l'université, j'ai entendu Diogbenou quand il était dans l'opposition, demander que la révision ne se fasse pas entre les 4 murs de l'Assemblée nationale, que les universités soient saisies, que ceux-ci soient saisis. Pourquoi aujourd'hui, M. Aké peut penser que les gens sont, quand on parle de révision, les gens se rétractent? Mais avant, on ne se rétractait pas. Pourquoi vous pensez que c'est vous qui avez la légitimité, c'est vous qui devez dire et les autres vont suivre? Le chef de l'État actuel, de son exil, il a dit que c'est à cause de la révision constitutionnelle qu'il est devenu adversaire du président Yahi Boni et qu'il est allé en exil. Mais pourquoi avait-il refusé la... Je dis, ce n'est pas d'aujourd'hui ce que vous dites. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça date de tous les gouvernements. Même le président Mathieu Kérékou en avait subi. Et si vous suivez ce qui se passe dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, où une révision constitutionnelle qui a appelé un 3e mandat, qui a fait des centaines de morts, mais les populations sont quand même en droit de se dire, lorsqu'on va à ça, qu'est-ce qui vient derrière? Quelle est la conséquence? Dans ce cas, je vais vous prendre au mot. Dans la profession de l'honorable Hassan Seibou, quel est le danger? Où se trouve le danger là? Le danger de sa proposition, c'est qu'on dit que le mandat du chef de l'État sera écouté. C'est l'un des dangers. Le mandat est intangible. Je prends le cas du Sénégal. Quand Macky Sall a pris le pouvoir, il a dit le mandat est de 7 ans. Je propose qu'on réduise ça à 5 ans. La Cour constitutionnelle a dit, vous êtes élu, quand vous allez aux élections, vous avez 17 ans. Les électeurs sont allés vous ont donné votre mandat sur la base de 7 ans. On ne peut pas, en cours de mandat, réduire votre mandat à 5 ans. Terminez, s'il vous plaît, terminez les 7 ans. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute le mandat du chef de l'État à sa demande, ou c'est lui qui accepte, est-ce que c'est un mandat
est-ce que demain on ne peut pas nous dire que ce n'est pas un mandat? Le mandat est intangible, on n'a pas besoin d'écouter un mandat. Bon, on a débuté, nous allons écouter le juriste, nous allons écouter le juriste, nous allons écouter le juriste sur la question. Bon, vous savez, je ne sais pas, les uns pensaient que d'aucuns étaient plus passionnés. J'ai plutôt l'impression finalement que les acteurs politiques sont plus passionnés que nous quand il s'agit de la question. Moi, mon problème, ce n'est pas de trancher. Je vais vous recommander des ouvrages simples sur les révisions constitutionnelles en Afrique. La Constitution a été révisée au Niger. À un moment donné, on connaît les travers. La Constitution a été révisée au Burkina Faso. On sait ce qui s'est passé après. La Constitution a été révisée au Tchad. Parce que toutes les constitutions libérales issues des conférences nationales au début des années 90 avaient respecté un certain standard, c'est-à-dire la limitation du nombre de mandats. Les toutes premières révisions constitutionnelles ont servi à démanteler cette limitation. Mais au-delà de cela, lorsque les opinions publiques ont commencé par se braquer, le mécanisme, le modus operandi a changé. Il suffit désormais pour des chefs d'État qui ne veulent pas aller vers les mandats fixés ou encadrés, d'engager des réformes, de toucher à des dispositions et après de se prévaloir de ne plus être dans le même esprit que la Constitution précédente. On a toutes les formes d'interprétation qui peuvent se poser. Quand on me dit, par exemple, qu'on a révisé, on souhaite que, pour une fois, soit respectée la logique de l'ordre après, en tenant compte du type présidentiel de notre régime, je retourne toujours aux politiques. La démarche qui a été la leur en 90, les premières élections législatives, en 91, j'allais dire après la conférence nationale, c'était le 17 février 1991. La première présidentielle, c'était le 10 mars 1991. C'était en présence de Arance Oglele, Adrien Oumbidi, Robert Dossou, Thomas Goudou et toutes les sommités du droit constitutionnel africain. Mais on a validé ce principe. Lorsque les réformateurs de 2019, ce n'est pas péjoratif quand je dis les réformateurs de 2019, c'est des expressions, voilà, de 2019 ont voulu le faire, M. Hassan Seyfo, vous étiez là. Vous devez alerter si vous pensez que cet ordre était important. Vous savez, je vais vous lire quelques dispositions. Article 47, pour revenir au 42. Constitution nigérienne du 25 novembre. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour lequel, quel que soit le motif que ce soit, quel que soit le motif que ce soit. En aucun cas, nul ne peut. Article 35, alinéa 3 de la Constitution centrafricaine. 30 mars 2016. En aucun cas, le président ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou le proroger, quel que soit le motif. Enfin, article 27, alinéa 3. En aucun cas, Constitution guinéenne du 7 mai 2010, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs ou non. Si vous avez envie de faire un procès en intelligence ou en paresse aux constituants originaires béninois, ne le faites pas, vous avez la liberté de le faire. Mais ne le faites pas aux constituants nigériens, ne le faites pas aux constituants centrafricains, ne le faites pas il y a des expressions consacrées en droit constitutionnel. Quand on dit en aucun cas, nul, c'est tellement simple, en aucun cas ferme. Par contre, je vous renvoie vers vos littrés si vous voulez qu'on fasse un travail plus structuré. Dans tous les cas, tapez, allez dans Google et tapez dans tous les cas, la valeur sémantique de dans tous les cas. Ça va dans tous les sens, s'il vous plaît. Dans tous les cas, ouvre d'autres possibilités. En aucun cas. En dindi, ça veut dire ba metente. Je vous parle notre langue. Quelque ba metente. En aucun cas. En aucun cas. Du coup, attention. Du coup, rien ne se pose comme problème.
Rien ne se pose comme problème là. Pour que nous évitions d'avoir de grosses difficultés, fermons cette page de 42. Parce que si demain la Cour constitutionnelle, parce que ce n'est pas vous qui allez le faire, si un compatriote, un militant zélé demande à la Cour constitutionnelle, on n'est plus dans la formule de « en aucun cas », on a dit « dans tous les cas ». Et que le juge constitutionnel, on est dans tous les possibles. Parce que l'honorable Aké Nantondé qui a dit qu'ils ont le pouvoir de réviser, c'est vrai. Mais vous n'avez pas le pouvoir de réviser n'importe comment. Malheureusement, vous avez révisé la Constitution en procédure d'urgence. C'est une insulte à la nation. Quand vous prenez votre règlement intérieur, en son titre 3, en sa section 3, qui traite des procédures législatives, la procédure législative à laquelle s'applique la procédure d'urgence, c'est la procédure législative ordinaire. Ordinaire. On ne peut même pas procéder à une procédure d'urgence pour une loi organique, article 100 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce qui est prohibé pour la loi organique, on l'applique pour la loi constitutionnelle. Tout n'est pas permis. Il ne suffit pas de disposer d'une majorité intangible, d'une majorité arrogante, 100% de députés. Le mot est trop fort. Oui, le mot est trop fort. Non, je vous arrête la parole pour redonner. Je redonne la parole. Je redonne la parole. Monsieur, ok. Je redonne la parole à l'honorable Hassan Sebou qui a été interpellé, à qui je vais demander, à la lumière de tout ce qu'il a entendu, est-ce que vous êtes encore accroché à votre... Ce n'est pas une histoire d'accrocher. C'est toujours leur mot. Je voudrais le remercier pour le cours, parce que lorsque les spécialistes parlent avec leur langage, nous là, leur devoir c'est de nous faire comprendre, nous. Et quand nous comprenons, parce qu'on n'a pas fait la constitution pour rien que des constitutionnalistes, c'est fait même pour les paysans. Je suis content qu'il ait utilisé le mot Ndendi, Bametente. C'est ça qu'on appelle dans tous les cas. Dans tous les cas. Ndendi, et tu comprends Ndendi, tout le monde comprend Ndendi ici, pour ceux qui comprennent, dans tous les cas. Et c'est ça que j'ai dit de mettre. Puisque moi, je ne veux pas, s'il y a français, s'il dit c'est bon, on laisse. Que toute la nation prenne acte que tous les députés disent non. Laissez ça comme ça, ça dit plus que même ce que tu veux mettre dans tous les cas là. Moi, je ne comprends pas français. J'essaye de parler on peut savoir ce que je veux dire. Et voilà mon idée. La deuxième chose, son explication me conforte encore dans le fait que j'ai raison. Comment? Lorsqu'il nous lisait les constitutions des autres, il ajoutait toujours ou de proroger les mandats. Il y a des gens qui ont écrit dans leur constitution des mandats ou de proroger leur mandat. Dans notre écrit, il n'y a pas ça. On est d'accord? Ça veut dire quoi? Et puis quand on dit réduction de mandat ou augmentation de mandat, moi je ne suis pas constitutionnaliste, je le répète, mais nous avons déjà vécu les réductions de mandat dans le pays. J'étais député de la 8e législature, mon mandat a été réduit en cours de route de 3 mois. On est d'accord? Et la question, par la révision de la Constitution, mon mandat a été réduit de 3 mois. La Cour constitutionnelle, moi, vous les constitutionnalistes, d'abord, elle dit c'est bon. Moi, j'étais révolté. On m'a dit non, ça peut se faire. Si ça se fait, et qu'une Cour où des constitutionnalistes n'ont rien dit, bon, ça veut dire que j'ai le droit de demander, de dire qu'il faut réduire celui du président pour régler un problème. Ce que j'ai fait. Mais messieurs, nous sommes dans le cadre de quelque chose qui appartient à nous tous. Et je veux qu'on nous reconnaisse le droit de dire ce que nous voyons, tel que nous voyons. Les constitutionnalistes, c'est des professeurs. Ils nous ont enseigné. Je suis étudiant, même présentement, de eux, les professeurs. Là. Mais écoutez, ils nous expliquent, nous savons que les débats entre ces professeurs, c'est des doctrines même.
parfois, ce qu'il dit là, un autre constitutionnaliste va s'asseoir ici et nous dire le contraire et le soutenir. Et tu ne trouveras pas à dire, nous qui ne sommes pas dedans là, nous ne voulons pas entrer dans ce jeu. Quand nous sommes malades, nous disons, nous avons mal ici. Maintenant, il leur appartient, dans le débat, de venir nous dire, ah, quand vous écrivez ça, voici l'implication. Ce n'est pas de nous dire, même à notre proposition là, vous ne savez pas comment on fait, non. Le débat se fera entre les députés en ce moment-là. Tous les arguments que j'entends là, ils peuvent évoquer. D'accord. L'honorable Hassan Sebou est... Moi, je ne viens pas pour un débat. Il est pour une dialectique fructueuse. Honorable Achadé, vous vouliez dire un mot? Faites le débat. Non, ça vient. Ça vient. Il va venir. Monsieur, non, pardon, Ake, et l'honorable Achadé s'est senti frustré, il a dit qu'on ne lui donne pas assurer la parole. Oui, parce que quand vous donnez toujours la parole aux deux, il ne faudrait pas que... Oui, je voudrais dire ceci. J'ai écouté le chef de l'État, il a dit, je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. S'il te plaît, je l'écoute. Je l'écoute. Écoute, attendez. Il a dit, je ne veux pas qu'on touche à une virgule. Et je me dis que le camarade Hassan devient comme le mouton de la Tabaski. Celui qui dit qu'il ne veut pas qu'on touche à une virgule a discuté avec Hassan, s'il vous plaît, a discuté avec Hassan pour que son mandat soit écouté. Si le chef de l'État n'a pas accepté, Hassan ne peut pas mettre ça dans sa proposition. Bien sûr, j'ai expliqué quand j'ai échangé avec lui. Exactement. Mais lorsqu'il accepte qu'on écoute son mandat, ça veut dire qu'il accepte qu'on revise, n'est-ce pas? Mais le fait de dire je ne veux pas qu'on revise, on pouvait dire je n'ai pas demandé. Mais c'est Hassan qui demande. Je n'ai pas demandé. Mais si le chef, je l'ai écouté, je ne souhaite pas qu'on revise une virgule de la Constitution. Et deuxièmement, il revient pour dire, si on veut que c'est les députés actuels qui parrainent, c'est qu'il faut repousser l'ordre des élections. Donc, c'est pour dire qu'il y a une malcompréhension où on a tenté d'embrouiller l'opinion en disant que moi là, je n'ai rien demandé. Si ça se fait, c'est les députés qui ont demandé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est contradictoire parce qu'au début de la discussion, il a dit que le président de la République non, mais vous avez porté ça. Vous avez porté ça sur la place publique. Ce qui se dit entre vous ne nous regarde pas. Mais ce que le chef de l'État, en tant que président de la République, a porté sur la place publique, nous avons le devoir d'opiner là-dessus. Mais celui qui ne veut pas qu'on enlève une virgule de la Constitution ne peut pas donner l'ordre à un député ou ne peut pas accepter. Bon, oui, mais non, aux députés, je parle de députés. Ok. Est-ce que... Honorable. Sinon, je peux lui dire, comme il a dit, qu'il n'en veut pas. Oui. Moi, je veux. Je retire. Non, jamais. Oui. Non, je ne peux pas sous injonction. D'accord. C'est mon initiative personnelle. D'accord. Que soit d'accord, c'est son problème. Moi, je continue. D'accord. Vous avez un mot? Ben, bien sûr. Tout à l'heure, je demandais si le député n'a plus la prérogative de l'initiative des lois. Et je n'ai pas dit parce que nous avons une majorité arrogante ou majorité quoi que ce soit. C'est en ça que les juristes, moi, ça me dérange un peu. Quand j'écoute les juristes, j'ai comme l'impression que la question du droit, c'est pour eux et pour eux seuls. Ce n'est pas possible. La Constitution est faite pour tout le peuple. Tout à l'heure, il a dit, y compris pour le paysan. Et le juriste n'a aucun droit de s'en accaparer, de dire que c'est ce que lui dit là.
C'est ça, donc, surtout qu'entre eux, ils ne s'entendent pas. Je vais simplement revenir un peu pour dire que mon collègue Achade a dit qu'on ne doit pas faire le débat à l'Assemblée nationale seul, qu'on doit aller dans le peuple. Je suis totalement d'accord avec ça. Personne n'a jamais dit que s'il y a un projet ou bien une proposition de révision, on va s'enfermer pour pouvoir faire entre nous. On doit prendre l'avis de nos compatriotes. Mais n'oubliez quand même pas que l'article 4 de notre Constitution dit que le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus et pas avoir de référendum. Quel que soit le débat, vous ne pouvez pas faire asseoir tout le peuple béninois dans une salle et prendre son avis. C'est pour ça qu'il y a des représentants. Mais je n'ai pas fini de parler. Parce que vous ne pouvez pas me donner chaque fois 2 minutes et après les laisser... Je suis là à vous écouter. Bon, on a parlé de réformateurs et de nouvelles républiques ou encore de procédures d'urgence. Est-ce que la procédure d'urgence à laquelle on a réglé des questions, on a dit que la Constitution de 2019 a été... On n'a pas le droit de faire cette révision, de voter cette révision-là lors d'une session en procédure d'urgence. Est-ce qu'aujourd'hui, cette déclaration est au-dessus de la déclaration de la Cour constitutionnelle qui a dit que c'est constitutionnel ce qui a été fait? Ça, c'est une première question que je pose. Si aujourd'hui, on est d'accord qu'on peut venir remettre en cause ce qui a été déclaré constitutionnel par la Cour, bon, à la Cour encore de juger si sa décision elle est bonne ou pas. Parce que moi, je viens d'entendre ici qu'on n'a pas le droit, mais c'est la première fois que je viens de vraiment l'entendre. Parce que si ce n'était pas constitutionnel, cette décision aurait pu être rétoquée. L'autre chose... Non, ne me coupez pas. Non, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Ne me coupez pas. Laissez-moi. Parce qu'il ne faudrait pas, parce que nous sommes sur un plateau de télévision, il ne faut pas qu'on fasse des affirmations populistes pour plaire à ceux qui nous écoutent. Il faut dire la vérité à notre population. Et tout à l'heure, je vous disais que cette population ne peut que réfléchir à travers ses représentants élus. Et même pour des lois ordinaires, nous écoutons. Pour le budget, nous appelons la société civile, nous appelons des gens, nous les écoutons. Personne n'a jamais dit. Et j'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas pris l'initiative, mais lui, il a pris. Et je vois que son initiative règle un certain nombre de problèmes que je soulevais. Merci, Ake a soulevé une question, la question de l'article 4, qui donne prérogative aux élus de prendre la parole au nom de leur mandat. Monsieur le juriste. Monsieur Takou. Tantôt les acteurs politiques sollicitent la contribution scientifique, tantôt ça les repousse, ça les répugne, je ne sais pas. Je vais vous citer votre règlement intérieur. En ces articles 77 et 78. La procédure d'urgence n'est applicable qu'en 3 cas. Projet de loi, proposition de loi et proposition de résolution. Article 78. Règlement intérieur. Et depuis une décision rendue par la Cour constitutionnelle en avril... Attendez. Il y a 3 cas. Je vous donne la référence. Article 78 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui fait désormais partie du bloc de constitutionnalité depuis une décision rendue en avril 1998. 3 possibilités pour aller en procédure d'urgence. Projet de loi, proposition de loi ou proposition de résolution. Si un juriste ou un parlementaire me sort un 4e cas, je renonce à tous mes diplômes. Premier acte. Attendez, 2e acte. Sortez-moi un cas qui sort de l'article 78. 2e acte. Article 100 du règlement intérieur. Attendez. Si ce n'est pas un projet ou une proposition de loi. Une proposition de loi ordinaire. Ordinaire. Attendez. Est-ce que le règlement a ajouté... Le règlement intérieur traite de la procédure d'urgence dans les cas de... Il y a une question attendez. qui est en vue qui n'a pas... Attendez. Une question... Attendez. Non, attendez. On va revenir. Rien ne vous conforte. Attendez. Monsieur Takou, écoutez-moi bien. Monsieur Takou, écoutez-moi bien. Attends, apparemment, vous ne lisez pas votre règlement intérieur.
Le règlement intérieur... Non, je reprendrai. Non, vous n'y êtes pas. La procédure... Non, attendez. Si vous... Non, je ne cite pas. Mais si vous me dites que je suis très poli, mais vous ne pouvez pas me railler pour me dire que je parle d'autre chose. Non, je ne parle pas. On s'en va. Mais allons-y. Non, je suis désolé, pas de trafic. Non, pas de trafic d'influence. On revient. Non, je reviens. Non. Écoutez, non. Monsieur Aken, attendez. Moi, attendez. Monsieur Aken, attendez. Non. Je vais évacuer. Monsieur Aken, attendez. Non, là-bas, non. Monsieur Aken, attendez. Dans le bureau, non. s'il te plaît. Non, je vais finir. Donc maintenant, je vais arrêter un peu. Non, un instant. Parce que j'arrête un peu, s'il vous plaît, j'ai la police du débat. Chers invités, je crois que le mercure a trop monté dans le thermomètre. Et c'est vrai. Vous avez raison, Rabaké. Non. Oui. Il y a une question que l'honorable Aké a posée à laquelle vous n'avez pas déféré répondre. Non, répondez d'abord à cette question, s'il vous plaît. Honorable Aké, attendez. Non, je vous présente mes excuses si j'évoque une majorité arrogante. C'est pour dire une majorité extrêmement forte. C'est de ça que j'appelle... En fait, ce n'est pas de l'insulte. Vous avez une intelligence arrogante. Attention. Si je vous dis, monsieur Aké, attendez, vous avez une intelligence arrogante, je suis dans l'hyperbole. Ce n'est pas de l'insulte. Mais, non, excusez-moi. Non, c'est pour ça que je vous dis non, je ne vous injurie pas. Non, c'est faux, c'est pas ça. Non. Maintenant, monsieur Takou, je vais répondre, non, je vais répondre. D'accord. Non, je vais répondre. L'article 4 de la Constitution. Oui. Mais on n'a même pas besoin d'interpréter autrement l'article 4 de la Constitution. Vous êtes habilité par la Constitution, même au-delà de l'article 4, à exercer au nom du peuple une partie de sa délégation de souveraineté. Et ça va sans dire. Pas ce qui se fait par référendum. Ça va sans dire. Je vais repréciser. Les procédures législatives sont compartimentées en 3 sections au niveau du titre 3 du règlement intérieur. La section numéro 1 traite des procédures législatives ordinaires. La section numéro 2 traite de la procédure de la loi de finances. Et la section numéro 3 traite des procédures législatives spéciales. Elles sont au nombre de 3, à savoir les lois organiques, la révision constitutionnelle. Attendez. Le problème que je vous pose, la question de procédure, attendez. La procédure d'urgence se traite dans le cadre des lois ordinaires. La procédure d'urgence se traite dans le... Je donne la parole. Non, laissez aussi, ok. Non, laissez. Le député a concurremment l'initiative de loi avec l'exécutif. Ça, c'est clair. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai dit et je l'ai dit toujours. Non, dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est que le député que nous sommes, quand je prends aujourd'hui la commission des lois, il n'y a aucun juriste chevronné à l'intérieur de la commission. Mais nous avons à faire profil bas, c'est ce que la 8e législature n'a pas fait. Pour que, lorsqu'il s'agit des questions essentielles, comme la révision de la Constitution, qu'on ne s'enferme pas entre les 4 murs et qu'on ne pense pas qu'on a la science infuse et qu'on peut régler ça à l'intérieur de la commission des finances parce que déjà, ça a été rédigé quelque part, on vient, on dit c'est ça, et on passe là-dessus. Les résultats, c'est ce que nous avons. Mais tout le temps, s'il vous plaît, oui, c'est la procédure. Mais l'intelligence veut que, quand c'est le cas, on demande l'expertise extérieure. Nous avons fait la 6e législature, la 6e législature, la 7e ensemble. Pour des questions essentielles, il y a des magistrats, il y a des ateliers que nous faisons
à l'Assemblée nationale, des juristes, des magistrats, que nous appelons au secours. Et c'est lorsque nous... Non, vous ne le faites pas. Pour la révision constitutionnelle, vous l'avez fait en procédure d'urgence. Ça a été fait où? Nous n'étions pas à l'Assemblée nationale. À quel moment, écoutez, non, ce n'est pas personnellement moi. Mais il y a des juristes que nous avons en notre sein. Vous avez su qu'on n'a pas vu des juristes. Mais voilà le résultat, chers collègues. Le résultat est là, chers collègues. Donc, moi, je pense que ce que nous disons, oui, il m'a coupé. Pour revenir sur la question. L'honorable Sanou Sebou, maintenant avec tout ce qui a été dit, est-ce que vous voulez encore toujours de cette révision de la Constitution? Mais attendez, c'est pas. Je vous ai dit que tout ce que j'ai entendu ici là ne fait que me conforter que j'ai raison de poser un problème. Et vous me dites si je suis accroché à rien. C'est pour ça que j'ai remis aux députés. Le sort de ce que j'ai déposé dépend des députés. Le retrait là, ça veut dire quoi? Que j'étais fou? Ou que ce que j'ai dit n'est pas normal? Je dis c'est normal, ce que j'ai dit, et ça reste fondé. Est-ce que ma proposition permet de régler des problèmes que moi j'ai vus? Est-ce que tout le monde a vu ces problèmes avec moi? Je sens même que tout le monde a vu le problème. Mais on me dit, c'est le moment qui n'est pas bon. C'est que vous vouliez faire troisième mandat. J'ai dit, moi, je ne connais pas ça. S'il y avait troisième mandat, je vais combattre ça. Mais, sur ce que j'ai posé, il leur appartient à l'arrivée de dire, ce que tu as dit là, c'est pas bon. Laurent Baquet a fait une proposition de loi pour corriger et compléter le code électoral. Laurent Sanou Sebou a fait une proposition de loi pour réviser la Constitution. J'ai ouï dire que dans votre camp, vous avez aussi dans votre cuisine une position en cours. Est-ce vrai? Oui, j'ai envie d'aller au secours de mon... Non, avant. Non. Oui, avant. Je suis pressé d'aller au secours de mon doyen, Hassan Seibou, pour dire que, au fait, qu'il ne s'en remette pas aux députés dans sa proposition, dans sa volonté de réviser la Constitution. Moi, je pense que nous ne sommes pas élus par les députés. Nous sommes élus par la population. Et dans votre introduction, vous avez dit la tollée que le problème a amené le chef de l'État à sortir, à faire une conférence de presse pour dire « je n'ai rien demandé ». À la place de Hassan, je vais dire, à la place de Hassan, j'aurais dit, qui suis-je? Qui suis-je? Non, moi je suis député. Je n'ai pas la légitimité. Je n'ai pas la légitimité. Vous n'avez pas la légitimité du chef de l'État. Tu me laisseras s'il vous plaît, réagir. Vous n'avez pas la légitimité du chef de l'État. Vous avez, comme moi, une légitimité locale. Lui, il a une légitimité nationale. Donc, il recule. Non, ce qu'il est en train de dire là. Oui. Non, il faut qu'on arrête un peu. S'il vous plaît. Il faut qu'on arrête un peu. Vous savez, légitimité qu'il appelle, on aura élu là. Oui. Chacun a son peuple qu'il a élu. Il croit que ceux qui m'ont élu parlent ce que l'élu dit là. Même moi, ceux qui m'ont élu, ceux qui m'ont soutenu, mon parti, tout le monde me dit, tu as raison, on te soutient. Et il vient me dire le peuple. Donc vous avez votre peuple de l'opposition, on dirait, moi j'ai mon peuple qui est plus grand. Vous avez eu le soutien tout récemment de l'UPR. Tout l'UPR. Et vous êtes combien pour dire votre peuple? Votre peuple, il est petit. Souffrez que je finisse pour... Non, tu ne viens pas à mon tour demander la parole pour venir. Il a demandé la parole pour venir à mon secours et il m'a dit feu sur ma tête. Le secours, là où je vais aboutir, c'était de lui demander de retirer. Je ne retirerai jamais. Ce serait de l'indignité de ma personne. Il faut arrêter de m'insulter. Il faut arrêter de m'insulter. Allez rejeter. Non, au fait, quand on était chez le chef de l'État, le 22 janvier, quand on était avec le chef de l'État, nous lui avions dit qu'on n'avait pas de proposition et que nous allons
au sein de notre parti, réfléchir à notre proposition et lui faire signe le moment donné venu. Donc nous avons adressé une correspondance au chef de l'État et nous lui avions fait cas de notre qui a circulé sur les réseaux sociaux. C'est pour confirmer ce que vous avez publié, je ne sais pas par quel canal vous l'avez eu, c'est pour confirmer ce que vous avez publié. Maintenant, au-delà de ce qui est publié et qui est connu, nous avons répondu aux exigences. Dans notre réponse, on a répondu aux exigences de la Cour constitutionnelle qui demande que on fasse en sorte que la rupture d'égalité en ce qui concerne les maires soit levée. On l'a levée. Et en nous orientant par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle qui dit, mais comment vous laissez la Sénat décider de quand est-ce qu'elle donne les fiches de parrainage? Il faut encadrer ça dans votre législation. Nous l'avons fait. Et cet encadrement permet de dire qui parraine, qui des anciens maires et qui des anciens, des nouveaux parrainent. Donc nous l'avons fait et nous avons déposé au chef de l'État. Maintenant, de façon formelle, on se prépare à déposer une proposition de révision du code électoral. Je voudrais... Oui, je l'ai dit. Ce que nous avons déposé au chef de l'État, ça a circulé. Et je dis, la suite sera déposée les jours à venir sur la table du président de l'Assemblée nationale et ça va être connu de tout le monde. Je suis heureux d'avoir incité les auteurs des propositions de loi. Il y en aura encore, vous allez voir. Okay. Dans votre proposition de loi, est-ce que vous donnez priorité aux députés actuels d'avoir le Graal du parrainage ou il sera versé aux nouveaux qui vont arriver? Moi, dans ma proposition de loi modificative et complétive du code électoral, complétive parce que le code a été pratiqué. Et en temps normal, toute loi doit être en train d'être lue à tout moment pour son perfectionnement. La perfection n'étant pas de ce monde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Tchad qu'on était à la 6e et à la 7e législature ensemble. C'est seulement la 8e, il n'est pas venu. Et il conteste ce qui a été fait. Mais celui de Renaissance qui n'est pas à la 9e a le droit de contester demain ce qui est fait maintenant à la 9e aussi. Et pourrait même contester la 5e et la 6e législature. Or, l'État a une continuité. L'État a une continuité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, c'est dit qu'on a toujours, à la veille des élections, avant, on changeait littéralement les lois électorales. Et on a dit à un moment donné, non, il faut qu'on se dote d'un code. Le premier code qui a été fait, si vous lisez, c'était vraiment grave. Parce que c'était des livres qu'on a agencés simplement. Les élections communales, les élections législatives, les élections présidentielles, tout a été mis ensemble. Si bien qu'il y avait beaucoup de contradictions qu'il fallait corriger. C'est ça que nous nous sommes attelés à corriger ces contradictions-là en 2019 à travers le code qui est là actuellement. Malgré ça, la Sénat, la pratique, la Cour constitutionnelle, certaines institutions ont relevé des erreurs, des petites choses qui manquent que moi j'ai mis, que j'ai inscrit dans ma proposition. C'est pour ça que j'ai appelé ça complétive. Donc, il y a des petites erreurs qui dérangent la Sénat. Oui, vous répondez à la question. Oui, je viens là. Oui. Je viens là. Mais pour la question fondamentale, pour les deux questions fondamentales, il a été dit de mettre, la Cour a demandé que l'on mette l'article 142 en conformité avec l'article 49 de la Constitution. J'ai fait ça. C'est-à-dire donc qu'au lieu de 5 jours pour organiser les élections en cas d'annulation, c'est 14 jours. Et la Cour a demandé de faire l'égalité des parrains. Pour moi, la solution la plus idéale que j'ai portée depuis le début, le 22 là, jusqu'à ce jour, c'est que ce soit les nouveaux élus de 2026. Et pour cela, il suffit de réduire de 15 jours le délai pour le dépôt des dossiers des présidentielles. Au lieu de déposer 50 jours avant le début de la campagne, j'ai proposé que ce soit 35 jours avant le début de la campagne, ce qui donne le temps à ce que les députés soient déjà installés le 11 février et que tous les maires soient déjà installés, soient connus entre le 1er et le 15 février. Comme ça,
au moment de déposer, c'est les nouveaux élus qui donnent leur parrainage. Mais je ne suis pas enfermé. Parce que nous, on a depuis le début dit toujours que nous sommes prêts à toutes les propositions qui vont s'ouvrir et qui vont aussi, M. Attiadé amène une proposition que nous trouvons correcte, ben pourquoi ne pas suivre? Nous, on est des progressistes, on n'est pas des conservateurs, on n'est pas enfermés. Maintenant, si c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, M. Attiadé, ne vous moquez pas de l'intelligence béninoise. Parce que j'ai vu que la seule chose que vous avez proposée, c'est que la Sénat donne les parrainages entre le 1er et le 15 janvier. Mais c'est plus grave, ça vient aggraver ce que nous on est en train de dénoncer. Parce que si vous donnez les parrainages aux maires entre le 1er et le 15 janvier, ce n'est plus seulement des maires finissants qui vont parrainer, des maires qui ont déjà été remplacés vont parrainer. Pourquoi? Parce que, suivez-moi, le maire a déjà eu sa fiche de parrainage. Vous avez demandé qu'on lui donne sa fiche de parrainage entre le 1er et le 15 janvier. Le maire, il est encore en service. Oui. Non, il est encore en fonction. Oui. Mais le dossier de candidature se dépose le 5 février. Vous n'avez pas touché à cette date. Et donc, ça veut dire que si le 1er février, un maire est installé, c'est-à-dire un conseil communal est installé, et que ce maire n'est plus reconduit, il a quand même sa fiche de parrainage que jusqu'au 5 février. Non, vous avez dit que, non, vous avez demandé que la Sénat remette les fiches. Mais vous n'avez pas dit. Non, c'est la question de validité jusqu'à quand. Vous n'avez. Il y a une question. Non, nous sommes en train d'écouter. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Donc, je dis que si c'est cette proposition, je ne peux pas adhérer à ça parce que des maires qui ont été remplacés le 1er février vont donner leur fiche de parrainage le 5 février, le 4 février et autres. Et ça, ce n'est pas possible. Maintenant, nous sommes en train de parler, tout le débat que je vois dans le pays, se fait comme si la Constitution révisée a un problème de blocage. Il n'y a aucun blocage. C'est d'ailleurs pour ça que l'opposition demande qu'on garde cette Constitution. Si elle demande qu'on garde ça, elle dit nous n'allons pas toucher à ça avant 2026. Comme s'ils sont déjà sûrs qu'en 2026, c'est eux qui seront là. On va toujours voter, on ira devant le peuple. Et puis, elle dit on garde ça. Elle dit qu'on garde ça parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui intéressent l'opposition dans cette Constitution. Vous savez bien que la Constitution et les lois qui ont suivi, qui ont fixé au moins à 10% du suffrage, je vous parie que le Parti Les Démocrates ne donnerait rien pour qu'on enlève ça aujourd'hui. Et pourtant, ils ont des partenaires qui ne peuvent pas avoir 0,1% de l'électorat. Et avec ces partenaires-là, ils parlent bien. Les parrainages aujourd'hui, le Parti Les Démocrates ne parle pas d'enlever les parrainages. Alors qu'en 2016, avant 2016, ils disaient qu'il fallait enlever les parrainages. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont confortablement assis, ils ont des parrains. Hein? La Cour des comptes, on a créé ça. Et je suis sûr que le parti d'opposition aussi n'est pas prêt à enlever la vice-présidence aujourd'hui parce que ça donne un équilibre, une stabilité à notre pays. La vice-présidence aujourd'hui, même si un président arrivait à être empêché, on finira le mandat et puis le vice-président finit le mandat et on continue. Donc c'est vous dire qu'il n'y a pas un blocage. On doit aller dans le sens de l'amélioration continue, ce qu'on appelle l'amélioration continue de la qualité. Et tout à l'heure, je disais que c'est en moyenne 2 ans et demi que la Constitution française est révisée et le constitutionnel m'a demandé d'où je tiens. Prenez le nombre de fois où la Constitution française a été révisée et divisé par le nombre d'années de la 5e République, vous verrez que c'est même moins de 2 ans et demi. Oui, c'est entre 2 ans et 2 ans et demi. Il y a eu beaucoup d'amendements. Si les autres améliorent, ceux qui nous ont appris la démocratie améliorent leur système, pourquoi nous on reste, pourquoi pas nous? Je vous remercie. Lever les équivoques. Il a parlé de la proposition que j'ai faite. Oui, écoutez. J'ai dit, il a dit si c'est ce qu'ils ont vu là, que nous avons proposé, c'est l'insulte à l'intelligence des Béninois. Au fait, leur intelligence est focus sur la date du 5, le dernier délai là. Mais qui dit que si j'ai ma fiche le 1er janvier, je ne parraine pas le même jour? C'est interdit. Qui dit je peux attendre le 5 février. Non, mais moi je peux parrainer le 1er jour. Dans votre proposition, vous n'avez pas dit que
qu'on doit parrainer avant telle date? Non, on a dit lorsque c'est celui qui a la fiche qui décide de quand il parraine. Il a déjà le document. Celui qui n'est pas élu en ce moment ne peut pas l'obtenir. C'est la loi qui dispose. Lorsque vous n'êtes pas encore installé, vous n'avez pas le document. C'est celui qui a la légitimité au moment où la loi dit que les fiches sont délivrées. C'est en ce moment, c'est celui-là qui a la fiche. Donc, si vous n'avez pas encore la légitimité, s'il vous plaît, je vais finir. Je vais finir par rapport à... Non. Il a, s'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Vous avez dit que vous avez réduit le nombre de jours pour le dépôt que vous avez proposé à 30 jours. 35 jours. Mais je trouve que c'est dangereux que vous fassiez ainsi. Mais pourquoi vous êtes allé, votre révision est allée à 50 jours? C'est parce que la Sénat doit disposer d'un temps. La révision n'a pas passé. C'est pas de la Constitution. Pourquoi vous avez dit que c'était avant 40 jours, 45 jours? Pourquoi vous êtes allé à 50 jours? C'est pour que la Sénat dispose du temps matériel pour l'organisation des élections. Non, s'il vous plaît, laissez-moi le lire. Non, vous avez réagi. Maintenant, si je dois vous laisser continuer, oui. 25 heures n'aurait pas nous suffire pour finir cette émission. Alors, chers amis, les temps n'étant pas. On n'est pas venu ici pour laisser encore des notes. Non, les temps n'étant pas. Notre associé dans cet échange, je vous prie, capable de maintenant, chaque invité aura 2 minutes pour vider son sac pour qu'on puisse lever la séance. Et je vais commencer par l'honorable. Non, mais je ne suis pas entré dans ce tour de parole. Oui, permettez. C'est que je dois gérer. Vous avez... Oui, vous avez parlé, il a donné la parole. Oui, attendez, ce mot-là, Vous avez dit que vous avez ouvert un débat sur un texte inexistant. C'est pas normal. C'est ça, merci. Merci, honorable. Ils ont fait du... Je vous en prie. Merci. C'est bon. Je vous en prie. Maintenant, on reprend. J'ai dit 2 minutes. Qui prend? Je vais intervenir d'abord. Non, les 2 minutes, si vous intervenez, vous bouffez. Si vous voulez. Ça peut aller? Si vous voulez. D'accord? D'accord, Okay. d'accord. Je vais y aller très rapidement. Je voulais remercier les 2 partis, UP et BR, et UP et les démocrates, pour le challenge de tout à l'heure. C'est ce que je demandais à l'entame. Est-ce que ces simulations que vous faites si bien aujourd'hui avaient été faites à l'occasion de la réforme? C'était la problématique centrale. Parce que quand vous entrez dans des dates, dans des délais, dans des fixations, il va falloir que cet exercice-là soit fait. Moi, je suis heureux d'entendre des acteurs politiques dire, si jamais vous allez dans tel sens, vous allez nous envoyer dans tel décor. Nous, on a proposé ceci et cela parce qu'on n'avait pas entendu ça. En 2019, je vous mets au défi de me dire à quel moment ces débats-là ont été faits. C'est heureux déjà que ce débat-là se fasse en l'état. Ça nous réconforte. On parle de la Cour constitutionnelle. J'avais ouvert une parenthèse. Je vous avais dit que j'ai une réserve par rapport à la procédure de révision en son temps. J'ai dénoncé une procédure d'urgence. Vous m'avez dit que la Cour était là. J'ai saisi la Cour constitutionnelle, personnellement. Le recours a fait le tout. J'ai été en audience publique 6 fois reporté. La Cour n'a pas vidé. La Cour a dit qu'elle a déjà donné une décision de conformité et qu'elle a brandi l'autorité de la chose jugée. Oui, une autorité de la chose jugée. Oui. Du coup, la Cour n'a jamais dit, en ouvrant extra petita, que la procédure d'urgence s'appliquait. Je ne vais pas aller au-delà de cette... Maintenant, quand vous célébrez la Cour 2019, la Cour que vous célébrez, qui devrait m'obliger à me ranger puisqu'elle a validé, c'est cette Cour-là qui a validé ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. C'est cette Cour-là qui a laissé passer le 142. C'est cette Cour-là... Oui, je finis. Non, j'en ai fini. C'est cette Cour-là qui nous a validé le 142 qui est aujourd'hui demandé, qu'on nous demande aujourd'hui de revoir au niveau du 49. Merci, monsieur, ok. Merci, monsieur, ok. Faisons... Merci, monsieur, ok. Non, je vous en prie, prenez la parole, chers amis. Prenez la parole.
C'est cette Monsieur preuve. OK a fini, on a Bachali. Oui. Votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est de demander aux camarades qu'il est vrai qu'ils ont une majorité, et si je ne vais pas la qualifier d'arrogante, une majorité excessive, mais qu'ils ont le devoir d'écouter l'opposition, ils ont le devoir d'écouter leur population, ils ont le devoir de travailler en intelligence pour que ce que nous proposons à l'Assemblée nationale ne soit pas des lois qui se retournent contre nous. Nous avons fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une proposition que nous allons déposer certainement demain ou après-demain avant l'ouverture de la session extraordinaire. Mais pour nous, les orientations de la Cour constitutionnelle sont claires. Elles sont claires. La Cour n'a pas contesté le parrainage des députés actuels. S'il vous plaît. La Cour n'a pas contesté le parrainage actuel. Le parrainage qui est contesté par la Cour, c'est le parrainage des maires. Est-ce que c'est les anciens? Est-ce que c'est les nouveaux? Pour nous, c'est les anciens. Et nous, c'est une question de droit. Nous n'avons pas de maire. En 2026, on aura et député, on aura et maire. Et suffisamment, plus que ce que nous avons aujourd'hui. Mais nous estimons que nous n'avons pas besoin de ça quand il s'agit de respecter le droit, quand il s'agit de respecter le citoyen dans sa volonté. Merci, honorable député. Merci, honorable député. Honorable Baké, votre dernier mot. Eh bien, vous voulez que je passe avant lui? Je crois que c'est un tour de table. Non. Bon, moi, je vous remercie, Takou et toute votre équipe, pour avoir organisé ce débat. Et je vous félicite d'ailleurs, comme l'ont fait certains avant moi, d'avoir pu réunir ce parterre d'invités. Difficile parce que chacun de nous, on pouvait désigner un représentant pour venir parler au nom du groupe parlementaire. Mais nous sommes là parce que vous avez fait à ce que chacun de nous puisse donner son accord. Je voudrais simplement dire que quand il s'agit du Bénin, il faut que nous qui sommes devant, que le peuple a désigné là, nous fassions preuve de suffisamment d'intelligence pour ne pas tomber dans des erreurs. Mais l'erreur est humaine. Quel que soit ce qu'on va faire, les lois que nous sommes en train de voter depuis que les démocrates sont là, c'est des lois qui sont bonnes, mais qui demain, on va découvrir quand même des erreurs dedans. Est-ce que cela veut dire que les démocrates sont moins intelligents? Non, ils sont là et pourtant, on va faire des erreurs et on va les corriger. C'est pour ça qu'il y a toujours des corrections que nous faisons. Et je me souviens bien, je remercie mon frère et ami, mon camarade Hassan, quand il a pris la décision de faire sa proposition de loi, il m'a vu. Mais il m'a vu après avoir vu le président Tchadi. Et il m'a dit, quand il me voyait, il m'a amené, on était allé dans la salle à Sakakina. Et il m'a dit qu'il a déjà vu le président Tchadi, qui vient de le quitter, et il a décidé de venir me rencontrer pour me montrer ce qu'il voulait proposer. C'est la preuve que nous ne sommes pas cloisonnés par des murs de Berlin à l'Assemblée. Nous sommes ensemble, nous discutons, nous rions des fois. Quand il y a les caméras, vous nous voyez, nous bagarrer, mais après, nous rions. Et c'est ça qui est bien. Et en restant ensemble pour travailler, nous allons trouver les meilleures solutions. Ce qu'il propose n'est pas une mauvaise solution. Ce n'est pas du tout une mauvaise solution parce que ça ne permet à personne de faire un troisième mandat. Personne de faire un troisième mandat. Qu'on dise en aucun cas ou dans tous les cas, ce qui est sûr, je disais, la loi qui a été votée en 2019 verrouille en son article 2 que ce n'est pas une nouvelle constitution, ce n'est pas une nouvelle république. Et donc, si nous corrigeons aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si c'est un parti ou un autre qui est au pouvoir, il ne sera plus dans cette gêne de comment corriger cette affaire. Aujourd'hui, nous, on est d'accord pour le faire. Si vous voyez que cette correction sauvegarde les intérêts du peuple, suivez-nous dedans. Sinon, on va aller vers de l'à peu près, on va corriger les codes aujourd'hui et demain, on va encore venir revoir le code, alors que la Constitution est plus durable. Donc, ce qui est en train d'être fait, je crois que le constitutionnel a demandé si on avait fait les simulations de dates.
Je vais vous révéler aujourd'hui que tout le monde n'était pas d'accord avec ce qui avait été retenu. Tout le monde n'était pas d'accord parce qu'un certain nombre de personnes avaient exigé que les élections législatives passent avant. Mais quand il y a deux choses, finalement c'est toujours une décision. On revient maintenant à l'ambassadeur Sebou qui avait commencé au début et qui finit. Oui, celui qui est pénalisé en début et à la fin. Bon, mais je voudrais dire pour tous les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir, qui nous ont écoutés, et je veux dire que tout ce que l'être humain fait peut être faillible. Ce que nous avons fait en 2019 comporte beaucoup de points qui peuvent être des insuffisances. Et c'est honnête de reconnaître que nous nous sommes trompés. Et de demander aujourd'hui le concours de tout le monde. Et que les députés finissent par étudier les choses et les regarder. Ce n'est pas seulement que ce que j'ai proposé. Vous avez entendu, des propositions viennent, dont l'étude peut aboutir à obliger d'aller toucher la Constitution. On n'arrêtera pas les députés de le faire. Il faudrait que tout le monde comprenne ce droit-là qu'a le député de regarder et de dire « ça ne va pas ». C'est là où c'est ce que j'ai fait. Et si vous voyez le débat, même en France, l'ordre des élections, là, j'ai fait des recherches là-dessus. Quand ils voulaient mettre les législatives après les présidents, il y a eu des débats. Et les constitutionnalistes le savent. Pour stabiliser, pour permettre à l'Assemblée même de jouer son rôle, il fallait mettre les législatives après les présidentielles. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas un argumentaire ici, mais c'est une information pour montrer que ailleurs aussi, ce débat-là se fait de façon ouverte et ça continue. Mon collègue et tout le monde me dit, le président a dit, ne veut pas enlever une virgule, ça engage que le président. Ça n'engage pas le député que je suis et ça n'engage aucun député. C'est ma conception des choses et je veux maintenir pour compter sur deux choses que mes collègues vont prouver à tout le monde que c'est notre droit. Et personne ne peut nous faire autre chose que ce que la Constitution nous a confié. Deuxième chose, je voudrais compter sur l'intelligence de chacun. La voie que j'ai choisie de mettre ça à titre personnel à l'Assemblée, c'est de compter sur chaque individu, chaque député, et non que les mandats impératifs nous influencent. Je n'étais pas d'accord avec l'UP. Dans mon parti, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais que j'essaie de convaincre tous les jours. C'est pour ça que je ne vais pas retirer et que la nation me comprenne. Ce n'est pas non plus que j'introduis quelque chose dans le but de rechercher les positions de principe. Si c'est des positions de principe d'entrée, je sais que c'est perdu. Parce que nous sommes 81. Même le droit d'ouvrir, nous ne pouvons pas l'avoir. Sans que le roi de Basila et de Manigri en blanc là-bas accepte de nous donner une voie pour qu'on ouvre. Mais je compte sur l'intelligence, puisqu'ils ont fait leur travail et je veux les féliciter. Lorsqu'ils sont montés au créneau pour dire non, il ne faut pas faire parce que ce monsieur-là, certains nous ont dit carrément, Talon est malin, lui-même est venu répéter ça. Mais au moins aujourd'hui, à l'unanimité, l'affaire du troisième mandat est derrière nous. Et les chiffres que nous avons à l'Assemblée ne nous permettent pas de mettre une virgule dedans, un point dedans, sans que vraiment ce soit un consensus. Donc, merci honorable, merci chers invités. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous n'avons pas la prétention de croire que tout a été vidé et que les points sont aujourd'hui au beau-fils, non. Et nous prenons des excuses pour les autres invités qui sont en face de nous et qui n'ont pas eu la chance d'intervenir dans ce débat comme le principe l'avait conçu au départ. Et très prochainement, à notre prochaine émission, nous saurons mettre les petits plats dans les grands pour mieux organiser ces entrevues. Mesdames, Messieurs, comme vous l'avez entendu vous-même, l'honorable Aké est clair que la proposition de son collègue
Hassan Souaibou n'est pas mauvaise en soi et que dans le possible, si l'entente se faisait autour, eh bien que le Bénin aurait gagné dans cette révision de la Constitution. Révision de la Constitution que notre ami sur le plateau, le juriste, n'a pas eu le temps d'éplucher comme cela se doit pour aider la population à comprendre ces subtilités de droit. Le roi Tchadé, de sa position qu'on ne peut plus claire, il ne veut pas entendre de révision de la Constitution sous ce mandat. Il donne rendez-vous aux Béninois et aux députés pour 2026 pour voir les circonstances dans lesquelles ils vont pouvoir réviser. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir mis du temps pour nous écouter sur BRTV.